J'ai longuement rêvé en marge de cette expédition dirigée par Lowell Thomas, qui avait pour but d'exalter notre civilisation occidentale, mécanisée, bruyante, épuisante, en l'opposant aux mœurs antiques et patriarcales du Maroc. D'une simple carte géographique, aux yeux du souvenir, les images vont jaillir comme foulards et colombes d'un chapeau de prestidigitateur. Le Sahara d'abord, cet océan figé en plein mouvement. Avouerai-je que jamais, devant ces longues, lentes et harmonieuses caravanes, je n'ai eu la nostalgie des avions, des trains, des autos, des cars et des scooters. Je n'ai jamais regretté non plus, devant ces outres contenant l'eau fraîche, si précieuse en ce pays brûlant, les robinets de cuivre déversant l'eau javellisée sur les éviers de nos cuisines. Cette ombre mouvante sur les dunes fauves ne prend-elle pas les proportions d'un symbole? Lorsque souffle le simoun, les sables du désert risquent d'ensevelir les oasis proches. L'oasis est un lieu béni grâce à la présence constante de l'eau, à la fertilité de son sol, grâce aux maisons où l'on peut s'abriter. Les précieuses oasis méritent tous les soins des hommes. Aussi vont-ils, en longue théorie, lorsque le vent s'est apaisé, rejeter sur les dunes voisines ce sable que le vent de demain ramènera peut-être. N'est-ce point, accroupi au pied des palmiers dattiers, se nourrissant de ses fruits, rêvant au fil des heures que l'homme pourrait trouver la sagesse, voire le bonheur? Rêver auprès des animaux favoris et espiègles de l'immense troupeau. Rêver auprès de cette eau, équitablement répartie entre les hommes de l'oasis. Rêver sur la grâce simple des femmes dans leurs longues robes. Rêver sur l'harmonie de la palmeraie. Rêver, mais trembler aussi en songeant au fléau de ces lieux, la sécheresse. Que l'eau vienne à manquer, et s'en sera fait des palmiers dattiers, aux beaux fruits d'ambre translucides, de l'orge et du maïs, du chant des oiseaux et du murmure ténu des eaux courantes des séguias. Il faudra rassembler bêtes et gens, abandonner les maisons de terre et les coupoles blanches, et partir à la recherche d'un lieu plus accueillant à travers le désert. À travers ce désert où la moindre végétation peut signaler la présence de l'eau. Au milieu d'une faune extraordinaire où chaque bête veille, écoute. Le serpent se love au plus profond des sables. Il en émerge comme une liane.
La reptation du serpent est comparable au cheminement de l'éclair, zigzagant dans le ciel. L'inquiétude plane sans cesse sur tous ces animaux qui s'entre-dévorent. Mais qu'on ne cède pas à de trop faciles comparaisons. Ces combats cruels n'ont rien à voir avec ceux stupides des hommes. Il ne s'agit point ici de défendre de vulgaires biens temporels ou de fumeuses idéologies, mais bien le principe même de la vie. Chacun se tient sur ses gardes ou attaque pour sauvegarder ou pour maintenir son existence. Et ici, du moins, la loi du plus fort, ou tout au moins de celui qui le paraît, n'est pas toujours la meilleure. Après une épuisante marche, la terre promise est en vue. Elle est là. Le point d'eau est découvert. Ces eaux proviennent de la fonte des neiges et des rares pluies de l'Atlas. Elles sourdent à de grandes profondeurs souterraines. Après le forage, l'établissement des rigoles, on veille à ce que chaque parcelle de terrain soit irriguée. Et l'économie préside à la répartition de l'eau. Chaque fermier bénéficiera d'un temps limité. Puis viendra le temps des semailles. Hommes et femmes uniront leurs efforts pour l'enrichissement de ces terres privilégiées. Les moyens sont primitifs. Les mains et les pieds remplacent les instruments agraires. Et pourtant, un jour, tout comme en France, en Amérique ou en Ukraine, on verra frémir les épis d'or sous le ciel marocain. Alors la vie reprendra là comme ailleurs. Les femmes prépareront le couscous avec le froment ou l'orge finement broyé, cuisant à la vapeur d'un bouillon fait de quelques rares légumes et de viande de chèvre dans les jours fastes. Et les enfants s'en régaleront. C'est en plein air, sous l'œil d'Allah et sous la férule d'un maître intransigeant, que les enfants apprennent à lire les caractères ornementés de la langue arabe dans le Coran. Une babouche sacrée entre les mains d'un marabout devient un moyen d'exorcisation. L'Europe du Moyen-Âge avait des procédés plus cruels. La folie, qui cause tant de ravages en Occident, n'épargne pas ce lieu du monde,
car c'est un fou que l'on entraîne vers le cabanon, sous le regard amusé et cruel des enfants. Ces signes cabalistiques dessinés sur les murs auraient, dit-on, un pouvoir magique sur les esprits troublés. Ils ont du moins celui de faire rire, d'irriter, d'accabler. Cette fosse où il finira ses jours, relégué, enchaîné, solitaire, correspond à nos asiles, ces chaînes à nos camisoles de force. Les mauvais esprits, ceux que nous appelons les complexes, ont pris possession de cette jeune fille. La babouche sacrée agira-t-elle plus efficacement que le psychiatre? La boue est la thérapeutique employée par ce dermatologue marocain. Est-on si loin de la pénicilline? La flore du Maroc est riche, variée, tout comme sa faune. Des pétales de certaines fleurs on tire en les écrasant, en les malaxant, une huile pour les soins et la beauté de la chevelure.